Alors, séance donc du 23 mars 2021, deuxième partie, où il va être question toujours de la naissance de l'astronomie scientifique et plus particulièrement de la formulation du problème dans lequel elle va être, cette astronomie, traitée pendant un nombre considérable de siècles après que ce problème aura été formulé. C'est le titre, plutôt c'est le titre du point 4.2.5.3, 4.2.5.3, que j'intitule le problème de Platon. Le problème de Platon. Alors, c'est donc par Platon, qui est né en 427 avant notre ère et qui est mort en 347, c'est par Platon que ce problème a trouvé sa première formulation rigoureuse. C'est du moins ce que nous apprend le commentaire du traité du ciel d'Aristote par Simplicius. Vous avez le texte sur mon blog. D'une façon générale, d'ailleurs, il faudrait que chaque fois que vous que vous allumez votre ordinateur pour suivre ces séances, vous ayez sous les yeux ou à portée de main les textes les plus récents qui ont été publiés sur le blog. Donc, c'est ce problème de Platon que je vais énoncer aujourd'hui et dont je vais essayer de dégager la signification autant scientifique que philosophique, parce qu'elle est très riche de chacun de ces deux côtés, sous ces deux aspects. Alors, je disais, c'est dans le commentaire du traité du ciel d'Aristote qu'on doit à Simplicius, qui est un philosophe grec néo-platonicien, alors du VIe siècle de notre ère, en revanche. C'est donc dans ce commentaire du traité du ciel d'Aristote, et je reparlerai plus loin alors abondamment de cette œuvre d'Aristote et de la conception aristotélicienne de l'univers, que se trouve pour la première fois la formulation exacte, précise de ce qu'on appelle traditionnellement depuis le problème de Platon. Alors voici ce qu'écrit ce Simplicius. J'ouvre les guillemets. Platon part de ce principe que les corps célestes se meuvent en un mouvement circulaire, uniforme et constamment régulier. Il pose alors aux mathématiciens ce problème. Et voici donc l'énoncé de ce qu'on appelle le problème de Platon. Quels sont les mouvements circulaires, uniformes et parfaitement réguliers qu'il convient de prendre pour hypothèse, au pluriel, de manière à sauver les apparences présentées par les planètes. Alors, je vais donc commencer par expliquer brièvement cette formulation du problème de Platon et ensuite passer à la façon dont il a servi de cadre à l'élaboration d'une astronomie scientifique à l'époque ultérieure. Alors, quels sont les mouvements circulaires, uniformes et parfaitement réguliers qu'il convient de prendre pour hypothèse de manière à sauver les apparences présentées par les planètes? Il faut commencer, pour expliquer ce passage, par la fin. Sauver les apparences présentées par les planètes. Sauver les apparences. Alors, autant dire tout de suite que les apparences qu'il s'agit de sauver n'ont rien à voir avec une respectabilité bourgeoise qu'on souhaiterait protéger contre la révélation de je ne sais quel secret de famille ou épisode scabreux qui aurait lieu dans cette famille. Ce n'est pas sauver les apparences au sens où on essaie de se protéger contre des révélations particulières, évidemment. Bon, qu'est-ce que ça veut dire sauver les apparences? Les apparences dont il est question, c'est celles dont, souvenez-vous, Alain nous avait expliqué qu'il faut partir de ces apparences
pour, à partir de leur description, de leur exposition détaillée, élaborer une connaissance théorique qui permettrait de rendre compte de ces apparences telles précisément qu'elles nous apparaissent. Sauver les apparences, cela veut dire rendre compte de manière satisfaisante, aussi intégrale, aussi fidèle que possible, de l'ensemble de ces apparences. Et en rendre compte de façon satisfaisante, cela veut dire, je viens de l'expliquer dans la partie précédente, en rendre compte sur un mode mathématique géométrique. Cela veut dire donc que le modèle mathématique du monde se fixe un cahier des charges extrêmement précis qui est le suivant. Construire un modèle abstrait du monde tel que si le monde réel était globalement tel que le décrit le modèle, ce monde devrait apparaître pour un observateur situé en un point quelconque du globe terrestre, là où ce globe terrestre se trouve dans le monde, eh bien, un modèle abstrait du monde tel que si le monde réel était globalement tel que le décrit le modèle abstrait, ce monde devrait apparaître pour un observateur terrestre exactement de la façon dont le voit cet observateur. C'est ça que veut dire sauver les apparences, c'est construire un modèle abstrait et le construire de telle façon que tel observateur concret situé à l'intérieur du monde réel que représente ce modèle abstrait, eh bien, ce observateur concret aurait sous les yeux le spectacle que permettent de prévoir les données du modèle abstrait. Ce modèle, on l'a dit, sera de nature cinématique, c'est-à-dire qu'il consistera en une construction géométrique, mais une construction géométrique animée, puisqu'il s'agit de rendre compte de mouvements. Alors, c'est cela donc que signifie le problème de Platon. À partir de ce problème, l'astronomie va s'efforcer d'honorer le cahier des charges que vient de tracer donc Platon, ou plutôt tel que vient de l'énoncer Simplicius dans le commentaire du traité du ciel d'Aristote. Et à partir de là, il nous faut comprendre, maintenant que nous avons vu ce que scientifiquement signifie ce projet, maintenant que nous savons ce qu'est le sens, ce qu'est l'objet, le propos de ce problème, dans, je dirais, son aspect scientifique, il faut comprendre ce que cela signifie pour Platon au point de vue philosophique. Et là, je vais m'intéresser à un passage de la République que je vais commencer, ce sera un peu long, et je m'en excuse, mais que je vais commencer par lire intégralement. Si vous suivez ce qui se passe sur le blog, vous l'avez, ce texte de Platon, extrait du livre 7 de la République, ce livre qui s'ouvre sur la très fameuse allégorie de la caverne. Alors, qu'est-ce que Platon nous dit dans ce passage? Vous allez voir qu'il est très clair sur les objectifs que Platon assigne à cet enseignement de l'astronomie. Alors, je vais lire ce passage qui se trouve dans la République au livre 7, donc dans les pages 527 DE et 529 à 530 C. Qu'est-ce que signifient ces numérotations? Ceci que les manuscrits qui nous sont parvenus des philosophes grecs de l'Antiquité se présentent sous la forme de pages numérotées, ici 527, 529, 530, de pages numérotées. Ces pages présentent le manuscrit sous la forme de colonnes, qui sont A, B, C, D, E. Ça ne va jamais, à ma connaissance, plus loin que E. A, B, C, D, E, au maximum 4 colonnes. Donc, quand on dit Platon, République 527D, ça veut dire page 527, la colonne D. Bien sûr, plus aucun texte de Platon n'est aujourd'hui publié, présenté, même en grec, sous cette forme, mais
toujours, les éditions sérieuses placent exactement à l'endroit précis où se fait le passage d'une page ou d'une colonne à l'autre l'indication du numéro ou de la lettre, de façon à ce qu'on puisse toujours se repérer. Je le dis en passant, ne manquez jamais l'occasion, si elle vous est offerte, en visitant tel musée, tel trésor, par exemple, d'église, de cathédrale, telle bibliothèque, d'aller voir ces manuscrits tels qu'ils nous ont été légués par le Moyen-Âge. On ne dispose, pour ces auteurs de l'Antiquité, de quasiment aucun manuscrit antérieur à l'an 1000, ou très très peu. Et donc, ces manuscrits, nous les avons tels qu'ils nous ont été laissés par des gens qui les ont écrits à peu près 1500 ans après la publication originale des œuvres. C'est dire qu'évidemment, ils sont susceptibles de nombreuses corruptions par rapport au texte original qu'avait écrit Platon, Aristote ou tel autre auteur, et qu'il a fallu des études philologiques extrêmement savantes, au point que la philologie est une discipline à part entière, pour essayer d'établir ces textes, on parle d'établissement du texte, d'établir ces textes dans leur version la plus fidèle possible à l'original. Évidemment, un helléniste, par exemple, comme Jean Hayet, en parlerait de façon beaucoup plus savante, beaucoup plus informée que moi. Alors, voici ce qu'écrit Platon, et là, je vais me permettre de faire quelque chose que je ne fais quasiment jamais, qui est de lire intégralement un texte long. Le dialogue se déroule entre Socrate et son interlocuteur, qui est à cet endroit de la République, un certain Glaucon. Socrate. Allons-nous instituer l'astronomie? N'est-ce pas là ton avis? Alors, j'explique. Instituer l'astronomie, qu'est-ce que cela signifie? Instituer l'astronomie dans l'enseignement, dans le cursus d'enseignement que vont être appelés à suivre les auditeurs de Platon à l'Académie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Académie de Platon? L'Académie de Platon, c'est une école, c'est un institut, si vous voulez, au sens où il y a aujourd'hui, par exemple, des instituts d'études politiques, et c'est un institut d'études politiques, l'Académie de Platon. Simplement, il faut s'entendre, il faut être absolument clair sur ce que signifie ce rapprochement avec des institutions contemporaines. Institut d'études politiques, en quel sens? Pas du tout au sens de nos IEP. Que sont nos IEP? Nos instituts d'études politiques, bon, outre le fait de s'être révélés récemment être des lieux de turpitudes diverses et variées, je passe sur cet épisode triste et fort dommageable, mais dont la révélation est quand même, il faut bien l'avouer, un progrès assez net par rapport au silence, à l'omerta qui régnait aux époques précédentes, mais je ferme cette parenthèse. Nos IEP sont des institutions fort respectables où se trouve dispensé un enseignement qui mérite d'être appelé de culture générale. Il n'y a pas dans ma bouche de mépris ou de condescendance particulière à l'endroit de cette discipline quand je prononce l'expression culture générale. Bon, culture générale, ça peut recouvrir quelque chose de fort honorable et de très intéressant. La seule chose qu'il faudrait dire, ça c'est encore une parenthèse que j'ouvre, puisqu'il est question de culture générale, et que j'ai moi-même d'ailleurs publié au moins un livre qui dans le sous-titre ou dans le titre comporte l'expression culture générale, que la culture générale est quelque chose qui ne s'apprend pas, que c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas, que c'est quelque chose qui s'acquiert, mais que la dernière chose à faire, si vous souhaitez par exemple que vos enfants aient ce qu'on appelle de la culture générale, une culture générale, la dernière chose à faire est de mettre entre leurs mains un manuel de culture générale. Les librairies universitaires en particulier présentent des rayons fort volumineux, fort longs de manuels divers et variés de culture générale. Or, la culture générale ne s'acquiert pas dans les manuels de culture générale. Vous pouvez à la rigueur boucher quelques petits trous à la veille d'un examen, ça donnera ce que ça donnera. À mon avis, pas grand-chose si vous êtes face à un jury qui y voit un petit peu clair, mais la culture générale, évidemment, ça s'acquiert au fil, non seulement d'une scolarité, c'est certain, mais d'une existence par la lecture, par la fréquentation des œuvres.
que ce soit les œuvres picturales, les œuvres d'art plastique, les œuvres cinématographiques, bref, toutes les productions de la culture humaine, de ce qu'on appelle la culture humaine, à commencer par la littérature, mais aussi la science, car il est bien malheureux qu'aujourd'hui la culture soit à ce point déséquilibrée du côté du littéraire, de l'artistique et des sciences humaines au détriment de ce qu'on appelle les sciences dures ou les sciences de la nature. Mais enfin, une culture, ça s'acquiert, mais un petit peu comme une bibliothèque ou une discothèque, ça ne se constitue pas ex nihilo en consultant la liste des choses qu'il faudrait savoir, apprendre, assimiler ou posséder chez soi. Je ferme cette parenthèse. Les IEP sont des instituts de culture générale dans lesquels on apprend de l'histoire, on apprend de l'économie, on apprend de la sociologie, on apprend des sciences humaines en général, et on apprend ce qu'on appelle des sciences politiques. Évidemment, l'appellation de science pour de telles disciplines doit être mise entre de forts, de gros et de très visibles guillemets. Nous avons aujourd'hui sur nos écrans ou dans nos radios des politologues qui défilent de façon interminable. Alors, tous ne sont pas des cas de valeur, mais je dois dire quand même qu'il me semble qu'avec 3 semaines de formation appropriée, je veux dire de lecture d'une demi-douzaine de magazines et de 3 ou 4 quotidiens, je pourrais, au bout de 3 semaines, faire à peu près le travail aussi correctement que le font beaucoup de gens qui se présentent devant les écrans, par exemple avec une belle écharpe rouge, pour nous expliquer les problèmes politiques du moment. Bon, c'est encore une parenthèse que je ferme, mais enfin, science politique ou politologue, quand on entend politologue, il faut quand même tenir à certaine distance l'idée qu'on aurait affaire à une quelconque science. Mais enfin, dans les IEP, on apprend des choses intéressantes. J'ai moi-même dispensé un peu d'enseignement, je ne vais pas en dire pique-pendre, mais l'Académie de Platon n'a rien à voir avec ça, rien. Pour la culture générale, les jeunes Grecs de l'époque de Platon ont tout à fait ce qu'il leur faut. Ce qu'il leur faut, ce sont les sophistes. Les sophistes sont, c'est ce dont parle aujourd'hui d'ailleurs en ce moment Jean Hayet dans son cours de philosophie antique, qui sont les sophistes. Les sophistes sont des professeurs itinérants qui se baladent de ville en ville, ils sont plus ou moins bien reçus, on leur ferme carrément la porte à certains endroits, comme à Sparte, on les accueille à bras ouverts à Athènes, où ils font un tabac, ils sont extrêmement appréciés des jeunes gens. Pourquoi ? Parce qu'Athènes est une cité démocratique, ce n'est pas exactement Sparte. Athènes est une cité démocratique, c'est-à-dire c'est une cité où on acquiert le pouvoir, on accède au pouvoir en persuadant les citoyens devant l'Assemblée. C'est-à-dire ce qui s'appelle l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est l'Assemblée générale des citoyens athéniens. Eh bien, pour exercer un pouvoir devant l'Ecclésia, il faut la persuader. Et la persuader, ça se fait par les discours. La démocratie est le régime où l'on discourt. Vous savez très bien d'ailleurs que c'est l'un des griefs les plus souvent adressés à la démocratie, que c'est plutôt que le régime où l'on discourt, le régime où l'on blablate, le régime de la parlotte, et que c'est le régime où la parole l'emporte sur l'action, surtout sur l'action pertinente, sur l'action juste, sur l'action droite, et que c'est pour cela qu'il y a peut-être des régimes qui seraient bien préférables à la démocratie. Vous savez, sur la boucle du ceinturon des militaires qui ont renversé Allende lors du coup d'État, l'armée chilienne, il était écrit pas de parole, des actes. Voilà, pas de parole, des actes. Bah, c'est souvent en effet le reproche qu'on fait à la démocratie. Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'en démocratie, si vous voulez exercer une influence quelconque, a fortiori détenir du pouvoir, voire le pouvoir, il faut persuader devant une assemblée. Aujourd'hui, il faut persuader devant des écrans de télévision. Les sophistes sont les maîtres dans l'art de persuader. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas tant une science, même si sophistes en grec, cela veut dire savant. Sophos, c'est celui qui sait. La philosophie, philosophia, c'est l'amour du savoir, de la connaissance. Et en effet, les sophistes savent, alors ils savent beaucoup. Que savent-ils ? D'abord, ils ont en leur possession une grande érudition. Ils savent beaucoup de choses, ils ont beaucoup appris dans les livres, chez les poètes, chez les penseurs, ils ont beaucoup voyagé,
ils en ont vu beaucoup, et donc ils ont par devers eux une grande érudition, une grande connaissance, et pour cela, ils sont légitimement dits sophistes, savants. Ils sont savants. Et ils sont surtout savants dans l'art de persuader, ce qu'on appelle l'art rhétorique. Et contre rémunération, et il faut ajouter contre de fortes rémunérations, car ils sont, pour certains, peut-être pas pour tous, mais certains sont immensément riches. Contre forte rémunération, ils font eh bien, profession d'enseigner l'art de persuader, l'art rhétorique. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les sophistes comme des professeurs de sophisme, des gens dont la spécialité serait simplement de tourner des raisonnements habiles, mais complètement fallacieux, ce qui est la définition d'un sophisme. Un sophisme, c'est un raisonnement trompeur, intentionnellement fabriqué pour égarer l'interlocuteur ou l'assistance. Alors, les sophistes savent faire ça, bien sûr, entre autres, mais ils savent faire beaucoup plus que ça, car la rhétorique, ce n'est pas simplement l'art d'emberlificoter l'auditeur ou l'auditoire ou l'assistance ou l'assemblée dans des raisonnements paralogiques. Ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus que cela, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qu'on vient apprendre à l'Académie de Platon? Alors, tout à fait autre chose, tout à fait autre chose. On ne vient pas se former à certaines techniques rhétoriques, on ne vient même pas, disons, amasser les connaissances requises pour ensuite, on va dire, pouvoir accéder au pouvoir et l'exercer, on va dire, honnêtement. On va chercher beaucoup plus que ça. Ce que veut enseigner Platon à l'Académie, et nous verrons que c'est par rapport à ce projet fondamental que se comprend la place qui occupe l'astronomie, ce que veut enseigner Platon à l'Académie, c'est la véritable science requise, nécessaire, pour que quelqu'un puisse dignement, pour que quelqu'un puisse être à la hauteur dignement de ce qu'exige l'administration d'une cité. Selon Platon, une cité doit être dirigée par des gens qui sont non seulement animés du souci de connaître, mais animés du souci de respecter ces choses que sont la vérité, la justice, le bien. Cela pourrait nous paraître aujourd'hui, à nous encore, une évidence, à savoir que nous voulons être dirigés par des gens qui s'efforcent de connaître et qui ont les moyens d'accéder à la vérité, qui ensuite, en fonction de cette possession de connaissances vraies, sont animés par le souci du juste et qui savent ce que c'est que la justice, qui veulent faire le bien et qui ont une idée de ce qui est bien. Pour nous, ça devrait figurer au nombre des évidences. Mais la grande différence qui nous sépare de Platon, c'est que Platon est persuadé, lui, d'une part que la vérité, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a du vrai et du faux, et que le vrai et le faux ne dépendent pas du point de vue auquel on se place. Platon est quelqu'un qui, je ne dis pas qui rigolerait, parce que je pense qu'il entrerait plutôt en fureur, devant, par exemple, le titre d'un livre qui s'intitulerait « Ma vérité sûre ». Non, on n'a pas sa vérité sûre. Ce qu'on dit dans un livre ou dans un article de journal ou dans une intervention à la télévision, ce n'est pas la vérité qu'on a à soi sur telle ou telle chose. Ce qu'on dit est vrai ou faux. Mais ce qui fait que ce que je dis est vrai ou faux ne tient pas au fait que c'est moi qui le dis ou que c'est X ou Y qui le dit. Ça tient au fait que cela correspond ou que cela ne correspond pas avec ce qui est. Et donc, d'abord, Platon est quelqu'un qui prend au sérieux l'idée de vérité. La vérité, ce n'est pas l'opinion. Que celui qui a envie d'écrire un livre écrive sur la couverture, mon opinion sûre, à la rigueur qu'il écrive, ma part de vérité, c'est-à-dire ce que je sais sur, par exemple, telle affaire me concernant ou concernant quelqu'un d'autre. Qu'il écrive à la rigueur ma part de vérité, mais qu'il n'écrive pas ma vérité. L'association
d'un pronom possessif, d'un adjectif possessif avec le mot vérité est une contradiction dans les termes. Ma vérité, c'est comme dire un cercle carré. Vérité, ça ne peut pas aller avec l'énoncé d'une subjectivité, d'une individualité. Je ne dis pas que quelqu'un, un sujet, un individu, ne puisse pas dire quelque chose de vrai. Mais si ce qu'il dit est vrai, ce n'est pas parce que c'est lui qui le dit. Voilà. Et donc Platon est convaincu que la vérité est un absolu. Nous n'aimons pas beaucoup aujourd'hui l'idée que la vérité est un absolu. Ça nous paraît intolérant, ça nous paraît sectaire. J'avais traité toutes ces questions-là dans le cours que j'avais fait à Théophile Gautier sur la vérité il y a maintenant déjà un certain nombre d'années. Mais ça, c'est le premier point. Ensuite, Platon est convaincu qu'un jugement de valeur, un jugement qui porte sur le juste, un jugement qui porte sur le bien, ça peut être vrai ou faux. Voilà. Nous en sommes beaucoup moins convaincus. Nous sommes plutôt persuadés que les jugements de valeur. Alors, pour les jugements de fait, la Terre est ronde, la Terre est plate, Napoléon est mort en 1821, la Commune de Paris a eu lieu en 1871. Pour des jugements de fait de ce genre, nous sommes assez prêts à admettre qu'une vérité objective, cela a un sens. Pour les jugements de valeur, nous sommes beaucoup moins prêts à l'admettre. Nous serions plutôt enclins à penser que, ma foi, le juste, l'injuste, le bien, le mal, le légitime, l'illégitime, ça a beaucoup à voir avec le point de vue subjectif de chacun d'entre nous. Et c'est encore pire, par exemple, pour le beau et le laid. Eh bien, Platon, lui, est quelqu'un qui pense que l'action humaine, sur les plans éthiques, esthétiques ou politiques, que l'action humaine est quelque chose qui n'a plus de signification et qu'à ce moment-là, on peut baisser les bras et passer à autre chose si les fins qui ordonnent cette action, si les buts que se donne cette action, si les méthodes aussi qu'emploie cette action, ne peuvent être jugées selon des procédures qui permettent d'accéder, comme on le fait pour les jugements de fait, à des connaissances vraies. Le juste, le bien, le beau, pour Platon, cela peut faire l'objet d'une connaissance vraie. Exactement, nous parlons aujourd'hui de connaissances scientifiques quand il s'agit d'astronomie, de physique, de chimie ou de biologie, ou même de sciences humaines. Voilà. C'est ça que veut dire Platon. Or, ce que sont le juste, ce que sont le vrai, ce que sont le bien, eh bien, il n'est pas donné immédiatement de le savoir, il faut le chercher. Et pour cela, il faut la maîtrise d'une science qui est la science qui permet d'accéder à ce que sont le beau, le juste, le bien en soi et non pas pour nous. Voilà. Nous sommes persuadés assez souvent que, eh bien, on a le droit de dire c'est juste pour moi, c'est bien pour moi, c'est beau pour moi. Quant à toi, tu as parfaitement le droit et parfaitement la liberté de trouver laid ce que je trouve beau et réciproquement de trouver juste ce que je trouve injuste, etc. Dans la vérité d'ailleurs, dans la réalité, si nous grattons un peu, nous nous apercevons que ceux qui affirment que le juste, le bien, le beau, les valeurs en général, sont relatives aux individus, en vérité seront beaucoup moins disposés à se comporter, à réagir et à juger conformément à ce principe. Parce qu'il y aura beaucoup de gens pour vous dire ou pour écrire, s'ils ont une dissertation à rédiger sur ce sujet, il y aura beaucoup de gens pour vous dire oui, mais trouver telle œuvre d'art belle, telle musique belle, c'est affaire de goût, c'est affaire de subjectivité. Mais il y aura peut-être pas, ils seront peut-être beaucoup moins nombreux à reconnaître, par exemple, à admettre, par exemple, qu'il est parfaitement loisible à qui que ce soit de préférer, je ne sais pas, moi, la beauté, par exemple, d'une ville comme Lac de Zan à celle d'une ville comme Paris, Prague ou Venise. Et il n'y en aura pas beaucoup pour vous dire, finalement, qu'ils sont assez d'accord pour reconnaître que juger que le nazisme est une horreur, juger que l'abbé Pierre est une personne respectable, voire admirable, c'est une affaire de goût en matière de morale. Quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas si subjectif que ça aux yeux de la plupart d'entre nous. En tout cas, Platon, lui, est persuadé que les valeurs et donc les fins que doit s'assigner
l'action humaine, qu'il s'agit d'action morale, d'action esthétique ou politique, de création esthétique par exemple, ou d'action politique, eh bien que ces valeurs, ces fins, sont justiciables d'une connaissance parfaitement objective, une connaissance vraie qui puisse se réclamer de la dignité de la science. Et donc il s'agit d'élaborer cette science-là, et cette science-là qu'on vient d'apprendre à l'Académie, ce n'est pas un saupoudrage de culture générale, c'est cette science du vrai, du bien et du juste. Si vous voulez approcher de cette ambition platonicienne, en comprendre la signification, il faut lire les dialogues de Platon, et en particulier ces premiers dialogues, ces petits dialogues qui sont plus faciles que les très grands dialogues comme la République, encore que vous pouvez lire la République. Il n'y a pas d'obstacle absolu à ce qu'une personne un peu habituée à la lecture, aimant la lecture et un peu motivée puisse lire la République de Platon. C'est long, bien sûr, c'est plusieurs centaines de pages, mais ça peut se lire. Sinon, lisez, ils ne sont pas toujours forcément partout plus faciles, mais ces petits dialogues où il est question de chercher ce qu'est quelque chose. Qu'est-ce que le courage? La caisse. Qu'est-ce que la vertu? Le ménon. Qu'est-ce que la piété? Petit front. Qu'est-ce que la beauté? Dialogue dans lequel Socrate échange avec un sophiste, Hippias, petit dialogue très amusant, où le malheureux Hippias se trouve ridiculisé, d'ailleurs probablement de façon assez injuste par Platon. Voilà, donc vous lisez Platon, et pour accompagner cette lecture, pour vous y aider, vous pouvez lire l'excellent petit livre de François Châtelet, intitulé simplement Platon, publié chez Gallimard dans la collection Folio Essai, un petit livre classique sur Platon. Ce n'est pas d'un niveau universitaire extrêmement élevé ou approfondi, mais peu importe. C'est un très bon livre sur Platon qui vous fera comprendre ce que c'est que l'essence du platonisme et surtout ce qu'est l'essence du projet platonicien. Ce projet platonicien qui est un projet en dernière instance politique. L'Académie de Platon n'est pas un institut de recherche scientifique. On y enseigne beaucoup de sciences, on y enseigne des mathématiques, on y enseigne de l'astronomie, mais on y enseigne la musique aussi, on y enseigne la gymnastique, pour autant que ces disciplines sont des propédeutiques, des disciplines préparatoires à l'accès à cette science suprême qui est la science dialectique, qui permet d'accéder à la connaissance des véritables valeurs, à la connaissance de ces valeurs qui doivent diriger, qui doivent guider l'action humaine dans tous les domaines. Voilà ce qu'on vient apprendre à l'Académie. Et c'est pour ça qu'on va instituer, comme le dit Socrate dans la dernière, plutôt comme le propose, oui, Socrate, dans la première réplique du dialogue que j'ai lu, nous allons instituer l'astronomie parmi les disciplines préliminaires, préparatoires à l'apprentissage futur de la dialectique. Ceux que l'on forme à l'Académie de Platon, ce sont les futurs, ce qu'on appelle gardiens de la cité. Alors, il y a plusieurs catégories de gardiens. Il y a ceux qui la garderont au sens militaire du terme, mais qui n'appartiennent pas à la classe, on va dire, supérieure. Et puis, il y a les gardiens qui en assureront la direction, la connaissance, la direction en vertu de leur maîtrise de ce que Socrate appelle la science royale. La science royale, la science que doivent maîtriser ceux qu'il appelle les philosophes rois, puisqu'il avait écrit dans la lettre 7, que vous pouvez lire aussi, les lettres de Platon sont publiées dans un recueil de Garnier-Flammarion, et la lettre 7 est la lettre programmatique de la philosophie de Platon, puisque comme le dit Platon dans la lettre 7, il déclare s'être convaincu qu'il n'y aurait jamais de malheur, de fin au malheur des cités, qu'il n'y aurait jamais de fin au malheur des cités, tant que les rois ne seraient pas philosophes, ou tant que les philosophes ne seraient pas rois. Alors, loin de moi l'idée, pour l'instant, de soumettre cette thèse à la discussion, mais il s'agissait d'en faire comprendre le sens, et par conséquent le sens qu'a le programme d'instruction scientifique qui est détaillé aux livres 6 et 7 de la République, et qui est destiné aux futurs gardiens dirigeants de la cité idéale dont la République fait le portrait qui sera complété par le dernier et le plus long de tous les dialogues de Platon, un dialogue passionnant qu'il faut absolument lire, qui est une merveille, qui s'appelle Les Lois. Alors, dialogue 2 fois plus long que la République encore. Allons-nous instituer l'astronomie? N'est-ce pas là ton avis? Réponse de Glaucon, si, c'est mon avis.
car être en situation de bien percevoir à quel moment on en est du mois et des années, cela convient non seulement à l'agriculture ou à la navigation, mais pas moins à la conduite d'une armée. Voici donc pourquoi Glaucon, l'interlocuteur de Socrate dans ce passage de la République, approuve la décision d'instituer l'astronomie comme discipline appartenant au cursus des études des gardiens de la cité, c'est qu'ils en auront besoin pour régenter les affaires concernant l'agriculture, la navigation, la conduite d'une année et le calendrier, percevoir à quel moment on est du mois et des années. Réplique de Socrate. Tu es délicieux, dis-je. Tu ressembles à quelqu'un qui craindrait, devant la masse, de sembler prescrire des études sans utilité. Or, ce qui n'est pas du tout peu de chose, mais qui est difficile à faire admettre, c'est que dans ces études, un certain organe, dans l'âme de chacun, est purifié et ranimé à la fois, organe qui est détruit et aveuglé par les autres occupations, alors qu'il serait plus important à sauvegarder que 10 000 lieues. C'est par lui seul, en effet, que la vérité est vue. À ceux, par conséquent, qui partagent cet avis, tu donneras l'impression de parler merveilleusement bien. Mais ceux qui ne s'en sont d'aucune façon avisés penseront vraisemblablement que tu ne dis rien qui vaille, car ils ne voient aucun autre avantage qu'on puisse en retirer qui mérite d'être mentionné, à part l'utilité. Alors, qu'est-ce que fait Socrate dans cette réplique? Eh bien, dans cette réplique, Socrate va prendre purement et simplement le contre-pied de la proposition de Glaucon. Il y a accord entre Socrate et Glaucon sur la nécessité de faire figurer l'astronomie comme discipline dans le cursus que devront suivre pendant de nombreuses années, parce que c'est un cursus qui s'étend sur plus de 10 ans, les futurs dirigeants de la cité. Eh bien, ils sont d'accord sur la nécessité que l'astronomie en fasse partie, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur la raison pour laquelle l'astronomie doit être inscrite dans ce cursus d'études. Pour Glaucon, il s'agit de mettre entre les mains des dirigeants de la cité des instruments propres à les rendre capables de, comme on dirait aujourd'hui, car c'est le grand verbe à la mode, gérer la cité, la gérer. Voilà. Il y a des choses à gérer, il y a des affaires à conduire, qui sont les affaires militaires, la conduite d'une armée, les affaires commerciales, la navigation, les affaires concernant ce qu'on appelait autrefois les transports, mais qu'il fait bien aujourd'hui d'appeler les mobilités. Alors, vous avez remarqué, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de ministère des Transports, il y a des mobilités. Voilà. Donc la navigation, ça fait partie des mobilités. Si vous voulez ne pas être ridicule, ne parlez pas de transport. En moyen de transport, le train, la bicyclette, la voiture, l'avion, des moyens de transport, pardon, des mobilités. Retenez cette leçon. Et puis, il y a des affaires à mener concernant la production des biens, l'agriculture par exemple. Et pour tout ça, on a besoin de l'astronomie, dit Glaucon. Eh bien, dit Socrate, tu parles comme quelqu'un qui aurait honte devant une assemblée de proposer des choses qui n'auront pas de vocation utilitaire. Or, il y a quelque chose qui est 10 000 fois plus précieux que pour les dirigeants de la cité, qui est 10 000 fois plus précieux que de savoir comment pratiquement gérer ses affaires. Pour savoir ça, pour savoir comment ils vont gérer l'agriculture, les transports, les mobilités, l'agriculture, les mobilités ou les choses militaires, ils auront des spécialistes, ils auront des techniciens, ils auront ce qu'on appelle aujourd'hui des experts. Mais eux, les vrais dirigeants, qui sont appelés à décider au-dessus de ces experts, eux, ils ont besoin d'un autre savoir. Ils ont besoin de ce savoir dont je disais la teneur tout à l'heure, à savoir le savoir des valeurs supérieures auxquelles doivent être ordonnées les finalités de l'action politique, les finalités de la direction de la cité. Et pour accéder à la connaissance vraie, objective, scientifique de ces valeurs, il faut mettre en œuvre un certain organe. Voilà.
il faut mettre en œuvre un certain organe. Et cet organe, ce ne sera pas simplement l'intelligence technique assise sur certaines connaissances scientifiques, assise aussi sur une expérience technique. Cet organe, ce ne sera pas simplement une intelligence technique capable de maîtriser certains problèmes pratiques, ce qu'on apprend dans nos écoles d'ingénieurs, nos écoles de commerce, nos instituts d'études politiques. Et c'est ça qu'on apprend dans ces écoles-là. Et sans doute, Socrate ne dit pas que ça ne compte pour rien, mais cela doit être subordonné, cela doit venir après, une connaissance supérieure qui est la connaissance des valeurs supérieures, des valeurs suprêmes que nous avons besoin de connaître pour diriger la cité. Et pour accéder à la connaissance-valeur, il faut cultiver un certain organe. Un organe qui se trouve dans l'âme de chacun et qui est purifié et ranimé à la fois, par quoi? Eh bien, par certaines préoccupations, tandis qu'il est détruit et aveuglé par les autres occupations. Eh bien, les autres occupations qui détruisent et aveuglent cet organe sont justement les préoccupations pratiques, les préoccupations purement techniques, tandis que cet organe sera purifié et ranimé par quoi? Eh bien, par ces séances préparatoires qui seront préliminaires, propédeutiques à la dialectique, qui permet d'accéder à la connaissance de la valeur suprême, et ces sciences préparatoires sont les mathématiques, l'astronomie, la musique et quelques autres qui sont inscrites au cursus universitaire de l'Académie de Platon. Alors, quel est cet organe qu'il serait plus important de sauvegarder que 10 000 yeux, parce qu'évidemment, c'est avec les yeux qu'on voit, c'est par les yeux qu'on a affaire à ces objets que nous avons à gérer. Mais en revanche, ce n'est pas par les yeux qu'on accède à la connaissance de ces valeurs supérieures auxquelles nous conduit la dialectique. Nous y accédons par un organe qui se trouve dans l'âme de chacun, mais qui n'est pas un organe tel qu'il nous permette de percevoir, de voir les choses sensibles. C'est un organe par lequel nous pouvons voir des réalités qui n'ont pas de statut sensible, mais qui ont un autre statut, un statut purement intelligible. Et ces réalités, c'est ce que Platon appelle les formes intelligibles ou les idées. Et je préciserai la prochaine fois ce dont il s'agit. Donc je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Essayez pour la prochaine fois d'avoir ce texte de Platon complètement sous les yeux et d'une façon générale, suivez bien le blog. Je m'aperçois que les textes que je mets sur le blog sont très peu consultés, beaucoup moins que les cours, ce qui est fort dommage. À tout prendre, j'aimerais autant que vous ne fassiez que lire les textes et que vous dispensiez de mon baratin. Mais il faut absolument, si vous écoutez mon baratin, que vous ayez présent à l'esprit ou sous les yeux les documents que je fais figurer sur les blogs. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du commentaire de cet extrait de La République qui se trouve donc sur mon blog. Je vous remercie et à très bientôt.